à travailler sur un espace euclidien de polynômes, on va travailler dans l'ensemble Rn de x muni d'un produit scalaire. Alors il y a déjà, première chose, le produit scalaire n'est pas explicité directement, puisqu'on te dit on munit Rn de x du produit scalaire qui rend orthonormée la base canonique de Rn de x. Donc on va en dire un petit peu plus sur ce produit scalaire, comment il est défini et comment on doit comprendre cette, euh, cette information. Ensuite, on vous donne un espace H, l'ensemble des polynômes qui s'annulent en 1. On doit montrer que c'est un sous-espace vectoriel de Rn de x, déterminer sa dimension, déterminer la distance entre l'indéterminé et H, et enfin trouver une base orthonormée de H. Mais on va quand même commencer par la première question qui nous parle du produit scalaire qui rend orthonormée la base canonique. Comment faut-il comprendre cette phrase? Alors il y a deux façons de la comprendre. Donc la première, pour moi, la première idée, c'est de revoir ce qu'on avait dit dans l'exercice numéro un du cours sur les espaces euclidiens, où je vous avais donné une base d'un espace vectoriel E quelconque, et je vous avais demandé de trouver une base qui rend orthonormée la base qu'on vient de se fixer, la base B qu'on vient de se fixer. Et on avait explicité ce produit scalaire. Hein. On avait dit que si on voulait un produit scalaire qui était pleinement adapté à la base B, que je vais noter sous cette forme-là, eh bien, il suffisait de décomposer notre vecteur dans la base B. Dans la base B, vous avez compris que je vais l'appeler E1, En. On fait de même avec le vecteur Y, Y1, En. Donc les xi et les yi sont évidemment les coordonnées de x et de y dans la base B. Et on pouvait poser par définition que le produit scalaire de x par y, c'était la somme du produit des coordonnées des deux vecteurs. On définissait par ce biais un produit scalaire qui ressemblait en tout point au produit scalaire de Rn muni de sa base canonique. Donc on avait vu que ce produit scalaire-là, enfin cette application, était un produit scalaire et qu'elle rendait évidemment orthonormée la base B, puisque si vous calculez le produit scalaire entre EI et EI, vous allez avoir une somme de type 0 fois 0 plus 0 fois 0 jusqu'à 1 fois 1. Et si vous faites le produit scalaire entre EI par EJ avec I différent de J, vous allez avoir des 0 fois 0, puis à un moment donné, un 1 fois 0 et un 0 fois 1 qui va donner 0. Donc, quand je parle du produit scalaire qui rend orthonormée la base canonique de Rn, eh bien, ce produit scalaire, on peut l'identifier complètement. Alors, je vais l'appeler crochet, hein, je ne vais pas l'appeler crochet dans la base canonique, je vais juste l'appeler crochet. Donc, il me faut deux polynômes ici. Et le produit scalaire qui rend orthonormée la base canonique, eh c'est simplement la somme du produit des coordonnées de mon polynôme dans la base canonique. Les coordonnées de notre polynôme dans la base canonique, ce sont les coefficients. Ce qui veut donc dire que le produit scalaire dont on parle, c'est le produit scalaire qui est défini de cette manière-là, où les AK et les BK, ce sont simplement les coefficients de mon polynôme A et de mon polynôme B. Donc voilà comment est défini ce produit scalaire. On peut noter aussi qu'on peut avoir une formule qui dépend que de A et de B et pas simplement des coordonnées, simplement en constatant que le coefficient AK est le coefficient BK, en appliquant la formule de Taylor en 0, eh bien c'est simplement la dérivée km du polynôme en 0 pondérée par factoriel K. Donc ce produit scalaire, on peut aussi l'écrire, mais c'est pas comme ça que je vais le voir, mais je le signale, hein, si on veut une formule qui soit intrinsèque au polynôme A et au polynôme B, on peut aussi l'écrire sous cette forme-là, eu égard à la formule de Taylor. Donc ça, c'est la première façon de voir les choses. Produit scalaire qu'on a vu en cours, on a vu qu'on pouvait construire sur mesure un produit scalaire pour une base donnée d'un espace vectoriel réel. Voilà, donc ça, c'est la première façon de voir les choses. La deuxième façon, ça fait référence à autre chose qu'on a dit sur les formes bilinéaires, c'est qu'elles étaient entièrement déterminées par la donnée d'une base. Ce qui veut donc dire qu'à partir du moment où je dis que ce produit scalaire rend orthonormée la base canonique, si j'utilise les mêmes notations pour le polynôme A et pour le polynôme B, on avait vu que comme le produit scalaire est bilinéaire, ça va nous donner la somme pour i, j variant entre 0 et n, donc de
DAI BJ, produit scalaire entre x à la puissance i et x à la puissance j. Là, j'utilise la bilinéarité du produit scalaire pour linéariser la première et la deuxième place. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait appris à développer. Donc voilà ce qu'on peut dire. Et comme ce produit scalaire rend orthonormée la base canonique, on sait que le produit scalaire entre xi et xj, c'est le symbole de Kronecker delta ij, c'est-à-dire ça vaut 0 si i est différent de j, et ça vaut 1 si i est égal à j. Moralité, quand on simplifie l'expression compte tenu de cette information, on va récupérer donc la somme pour i variant entre 0 et n, dai fois bi. On retrouve évidemment ce qu'on avait dit sur le produit scalaire dans la base B. On retrouve que ce produit scalaire s'exprime en calculant la somme du produit des coordonnées dans la base B. Donc il n'y a aucun mystère, il y a plusieurs façons de voir les choses, mais on n'est pas obligé d'expliciter le produit scalaire, on le voit, il suffit de dire, tiens, c'est le produit scalaire qui a telle propriété relativement à cette base, et vous définissez comme ça de façon unique, sans ambiguïté, un produit scalaire sur l'espace vectoriel sur le R espace vectoriel sur lequel vous êtes en train de travailler. Alors pour montrer que H est un sous-espace vectoriel de Rn, on a plein de possibilités qui s'offrent à nous, appliquer la définition, chercher une famille génératrice puis montrer qu'elle est libre, ou utiliser l'orthogonalité avec le théorème de Riesz. Alors pourquoi je pense que le théorème de Riesz va intervenir dans cet exercice, puisque votre ensemble H est donné par une équation, donc on pourrait penser que c'est un hyperplan, puisque cette application-là, c'est clairement une forme linéaire. L'application qui a P associe P de 1, c'est la forme linéaire de Dirac en 1. Donc on sait que cet ensemble-là va probablement être un hyperplan de Rn. Donc moi ce que j'aimerais faire, c'est plutôt utiliser le théorème de Riesz qui va me donner de multiples informations sur H, non seulement que c'est un sous-espace vectoriel, sa dimension, mais aussi des renseignements sur son orthogonale. Je m'explique, je vais écrire H comme étant l'ensemble donc des polynômes A appartenant à Rn de x, tel que A de 1 est égal à 0. Alors si je conserve les notations qui sont ici, A de 1 est égal à 0, ça va s'écrire A0 plus A1 plus etc. plus AN est égal à 0. C'est-à-dire que la somme des coefficients est nulle. Mais si j'observe d'un tout petit peu plus près le produit scalaire qu'on a mis sur notre espace vectoriel, on sait que le produit scalaire entre ces deux polynômes, c'est la somme du produit des coordonnées, coordonnées par coordonnées. Alors, on pourrait se dire, si on intercale ici des multiplications par 1, vous voyez, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de construire ici un produit scalaire. On est en train de construire le produit scalaire du polynôme A avec un polynôme que je vais appeler, je sais pas, par exemple C. C'est le polynôme qui serait égal à 1 plus x plus etc. x à la puissance n, qui est un polynôme de Rn de x. Et finalement, si je prends en compte la définition du produit scalaire et la définition de H, je m'aperçois que H, c'est l'ensemble des A appartenant à Rn de x, tel que le produit scalaire du polynôme A par le polynôme C est égal à 0. Donc on voit que la présence d'une forme linéaire doit nous faire penser au théorème de Riesz qui est hors programme, mais on voit que j'ai pas besoin de l'appliquer en fait. Si je sais que c'est possible de trouver un polynôme tel que cette expression s'écrive comme le produit scalaire de A par ce polynôme, du coup je regarde comment fonctionne le produit scalaire, je regarde si je peux pas adapter un polynôme pour que ceci soit le produit scalaire entre le polynôme A et le polynôme que je recherche. Donc évidemment, je ne parlerai jamais du théorème de Riesz qui est hors programme, mais je m'en sers, je l'exploite, j'exploite en plein son résultat, pour obtenir que l'ensemble H est en fait l'ensemble des polynômes de Rn de x qui sont orthogonaux à C, c'est donc l'orthogonale de C. De là, j'en déduis que H est donc un sous-espace vectoriel de Rn de x, puisque l'orthogonale d'un sous-ensemble de E est toujours un sous-espace vectoriel de Rn de x. Seulement, ça ne s'arrête pas là. H, je peux dire aussi que c'est l'espace vectoriel engendré par C orthogonal, ce qui va me permettre de prendre l'orthogonale de cet ensemble, puisque le double orthogonal d'un sous-espace vectoriel de Rn de x, c'est le sous-espace vectoriel lui-même.
ce qui me permet de dire que comme C est un polynôme non nul, l'orthogonale de H est une droite vectorielle, donc il est de dimension 1, ce qui me permet d'accéder à la dimension de H, puisqu'on sait qu'en ajoutant la dimension de H plus la dimension de son orthogonale, on obtient la dimension de l'espace vectoriel ambiant, ici Rn de x. Comme l'orthogonale de H est de dimension 1 et que cet espace vectoriel est de dimension n plus 1, on obtient donc que la dimension de H, c'est n plus 1 moins 1, c'est donc égal à n. Donc on retrouve le fait que H est un hyperplan, ce qu'on avait perçu assez rapidement en disant que c'était effectivement le noyau d'une forme linéaire non nulle, ou en appliquant le théorème de Riesz, si on est orthogonal à un seul vecteur, bah, c'est qu'on est un hyperplan de l'espace vectoriel en jeu. Donc là, on voit qu'une alternative à la définition ou à chercher une famille génératrice, c'est utiliser l'orthogonalité pour pouvoir faire d'une pierre trois coups, montrer que c'est un sous-espace vectoriel, récupérer l'orthogonale et récupérer la dimension. Alors pour calculer la distance entre l'indéterminé et h, on va déjà regarder ce que donnent les théorèmes du cours, histoire de mettre en valeur ce qu'on a appris. Alors on a vu que la distance entre un vecteur et un sous-espace vectoriel, si j'applique la définition, c'est la borne inférieure pour des polynômes a dans h de la norme de x moins 1, où double barre ici c'est la norme qui est associée à ce produit scalaire. Donc ça c'est la définition de la distance entre un vecteur et un sous-espace vectoriel dans un espace euclidien, donc relativement à la distance qui est induite par le produit scalaire. Mais on dispose aussi d'un autre argument fort intéressant, le théorème de projection, qui nous dit que la distance entre x et h, c'est la norme de x moins ph de x, ou c'est aussi la norme du projeté sur l'orthogonale de h du vecteur x. Alors évidemment, il s'agit de bien visualiser ce résultat. Pour ça, on va faire un dessin dans un espace où on peut voir, on va dire R3, et on va faire un dessin qui modélise la situation qu'on est en train d'observer. On est en train de calculer la distance entre un vecteur et un hyperplan. Donc si je fais un dessin dans R3, H, c'est un hyperplan. Donc un hyperplan de R3, c'est un plan. Donc imaginons que ça, ce soit l'espace H avec lequel on est en train de travailler. On va tout de suite indiquer quelle est l'orthogonale de H. Donc comme c'est l'orthogonale d'un hyperplan, c'est une droite vectorielle. Et quand on veut calculer la distance entre un vecteur de cet hyperplan et l'espace vectoriel concerné, donc si je veux ici connaître la distance entre le vecteur grand X et H, on a vu qu'effectivement en effectuant la projection orthogonale, j'obtiens ici pH de x, et donc le vecteur que je récupère ici, c'est le vecteur x moins pH de x, c'est le vecteur dont je dois calculer la norme, mais on a vu que ce vecteur-là, on pouvait le récupérer en effectuant la projection sur l'orthogonale de h. Donc on peut aussi considérer le vecteur qui est ici. Donc le théorème de projection nous dit que la distance entre x et h, c'est la norme de ce vecteur que je peux voir comme le projeter sur l'orthogonale de h. Donc la question qui est posée par le théorème de la projection, c'est qui vaut-il mieux calculer? Est-ce que je calcule la projection sur l'orthogonale ou est-ce que je calcule la projection sur h? Pour calculer une projection orthogonale, un moyen, c'est de déterminer une base orthonormée de cet espace vectoriel. Donc le choix doit se porter sur l'espace vectoriel qui possède la dimension la plus petite. Donc on projette toujours sur celui qui a la plus petite dimension, sauf si on dispose d'une base orthonormée de l'autre, bien sûr. Mais une base orthonormée, on sait que ce n'est pas si facile à récupérer. Donc ici, s'il y a un choix à faire, le bon choix, c'est le choix de l'espace vectoriel de dimension 1, puisqu'on a vu que l'orthogonale de h, c'était l'espace vectoriel engendré par le polynôme c. Je vous rappelle que le polynôme c, c'était 1 plus x plus etc. plus x à la puissance n. Donc moi, ce que je vais plutôt choisir, c'est la projection ici sur l'orthogonale de h. On est dans une situation qu'on a rencontrée en cours.
quand on avait calculé la distance entre un vecteur de R3 et un plan de R3. Hein. On avait le choix entre projeter sur le plan ou sur la droite orthogonale. On avait projeté sur la droite orthogonale. En plus, on en a un vecteur directeur. Donc je sais que si j'arrive à normer ce vecteur, je vais récupérer donc une droite dirigée par un vecteur normé, ce qui va considérablement faciliter l'expression de la projection orthogonale. Alors, toujours dans l'idée de faire un dessin, donc là j'ai une droite vectorielle, qui est l'orthogonale de H. C'est ce que j'ai évidemment ici. Et je dispose sur cette droite vectorielle d'un vecteur directeur. Ce vecteur directeur ici, je vais le normer, donc je vais appeler ce polynôme grand N. Et pour effectuer la projection du vecteur grand X sur cette droite vectorielle, on sait qu'on a une expression directe de cette projection. La projection sur l'orthogonale de H du vecteur grand X s'obtient en effectuant le produit scalaire de X par grand N multiplié par le vecteur N. Là, on retrouve le descriptif de la quatrième quand on veut calculer les coordonnées d'un vecteur selon un axe dirigé par un vecteur normé. On avait bien vu, en relisant quelque part les vieux programmes, qu'on pouvait récupérer le produit scalaire ici de x par n comme coordonnée. Bon, le problème, c'est qu'il va falloir normer ce vecteur. Donc, pour normer ce vecteur, on va calculer la norme du vecteur c. Moi, je vais calculer sa norme au carré en calculant le produit scalaire de c par c. Alors là, attention, hein, je calcule un produit scalaire dans une base orthonormée, donc je sais que là, je peux appliquer les règles de calcul dans une base orthonormée. Ces règles de calcul, c'est la somme du produit des coordonnées de c par c. Donc c'est la somme pour k variant entre 0 et n de 1 fois 1. Donc la somme des 1, c'est donc n plus 1. Là, on est sur un produit scalaire pour lequel la base canonique est orthonormée, donc ce qui facilite énormément les calculs. Donc la norme de C ici, ça va donc être la racine de n plus 1. Et donc le vecteur n qui dirige mon espace vectoriel orthogonal, c'est donc 1 sur racine de n plus 1, multiplié par le polynôme C qui est ici. Moralité, si je veux calculer la distance entre x et h, maintenant on est complètement en mesure de le faire, puisqu'il s'agit de calculer la norme de ce vecteur, hein, où n c'est le vecteur qui est là. Donc ça va être égal à la norme du produit scalaire de x par n multiplié par le polynôme n. Je regarde ce que je manipule ici, ça c'est un nombre réel. Donc par homogénéité, ce produit scalaire va sortir en valeur absolue, donc multiplié par la norme de n. Or le vecteur n, on a choisi de le normer, donc la norme de ce vecteur vaut 1. Donc la distance que l'on cherche, c'est le produit scalaire entre x et n en valeur absolue. Alors ici, le produit scalaire est très facile à calculer, puisque je n'oublie pas que crochet, c'est le produit scalaire qui rend orthonormée la base canonique. Donc comme c'est le produit scalaire qui rend orthonormée la base canonique, il faut faire la somme du produit des coordonnées. Or, la seule coordonnée du polynôme x qui est non nulle, c'est la coordonnée de x, donc c'est la deuxième coordonnée. Donc on va récupérer cette coordonnée multipliée par la coordonnée de x de n, qui est 1 sur racine de n plus 1. Donc on obtient que le résultat, c'est valeur absolue de 1 sur racine de n plus 1. C'est donc 1 sur racine de n plus 1, puisque ce nombre est positif. On vient de calculer la distance entre x et l'espace vectoriel H. Ah, oui, c'est pas N, c'est H. Voilà, voilà pour cet exercice de projection. Donc, n'hésitez pas à faire des dessins quand vous faites une projection pour vous ramener dans un cadre connu. Là, moi, quand je fais une projection sur une droite, vraiment, je me rappelle la façon dont on calculait les vecteurs, les coordonnées des vecteurs quand on était petit. Il faut que vous ayez vraiment des schémas très très clairs en tête pour que les théorèmes vous paraissent et les situations vous paraissent moins abstraites. Alors il nous reste à trouver une base orthonormée de H. Alors ça, on sait que ça va être un sale travail, hein, puisque H c'est un espace vectoriel de dimension n, et donc il paraît quand même complètement illusoire d'appliquer le procédé de Gram-Schmidt à une base de H. Bon, effectivement, un procédé possible, hein, ça serait de chercher une base de H, hein, comme on a appris à chercher des familles génératrices dans un espace vectoriel. Alors, ou des familles libres, puisqu'ici on connaît la dimension, et après on pourrait appliquer le procédé de Gram-Schmidt à cette base.
bah, ça paraît peu probable, puisqu'on avait vu en cours, quand on a utilisé le procédé de Gram-Schmidt, que c'était guère possible d'appliquer le procédé de Gram-Schmidt simplement avec strictement plus de 3 vecteurs. Déjà, avec 3 vecteurs, vous vous rappelez, c'était pas très drôle. Et là, des vecteurs, bah, il y en aura n, hein, puisque h est de dimension n. Donc on avait vu que dans ce cas-là, bah, il fallait être un petit peu plus astucieux, il fallait bien examiner quel était le produit scalaire et quel était le cahier des charges. Bah là, vous allez voir, on va être un tout petit peu astucieux. Je dis bien un tout petit peu, c'est pas, vous allez voir que c'est pas si compliqué, et en plus, c'est quelque chose qu'on a vu en cours. Alors pour trouver une base de H, déjà, je regarde ce que ça veut dire être dans H. Être dans H, soit j'utilise l'orthogonalité, soit j'utilise la définition, mais les deux vont m'amener au même point, puisque si je prends le produit scalaire par ce vecteur-là, je m'aperçois que la somme des coefficients est nulle. C'est ce que j'obtiens en évaluant le polynôme en 1. Donc un point important, c'est de voir qu'un polynôme de Rn de x est dans H. Je voulais dire soit P appartient à Rn de x, P appartient à H, si et seulement si. Et j'ai zappé le P appartient à H. Alors, je vais corriger. Hein. Donc P appartient à H, si et seulement si. Eh bien la somme de ces coefficients est nulle. Donc c'est une règle qui est finalement très très simple. Hein. Donc le soit P appartient à Rn de x, je vais l'écrire là. Je prends un polynôme de degré inférieur ou égal à n à coefficient réel. Voilà, la condition est nécessaire et suffisante pour que ce polynôme soit dans H, c'est que la somme de ces coefficients est nulle, ce qui me garantit que 1 sera racine du polynôme. Bon. Alors, partant de là, moi je sais que H est de dimension n, donc pour récupérer une base orthonormée, il suffit de trouver une famille orthonormée à n vecteurs. Puisque cette famille orthonormée à n vecteurs sera une famille libre, puisqu'une famille orthonormée est nécessairement libre, et une famille libre qui possède n vecteurs dans un espace de dimension n, eh bien c'est une base. Et ça sera une base orthonormée si la famille est orthonormée. Donc j'ai qu'à me soucier de trouver une famille orthonormée. J'ai même envie de dire, on pourrait même se soucier simplement d'obtenir une famille orthogonale, puisqu'après, libre à nous de normer les vecteurs qu'on va obtenir. Donc, on décide de chercher une famille orthogonale, et après on normera les vecteurs. Alors bon, je vais commencer par le polynôme le plus simple, qui admet 1 comme racine qu'on peut trouver dans H, c'est le polynôme x-1. Voilà, donc ça c'est le premier polynôme qui est dans H, je le conserve tel quel. Ensuite, je dois chercher un polynôme qui a un produit scalaire nul avec celui-ci. Ce qui signifie que ces deux premières coordonnées sont forcément égales pour que le produit scalaire avec ce polynôme-là est nul. Parce que je vous rappelle que quand on fait un produit scalaire, on va prendre la première coordonnée, on va la multiplier par la première, et la deuxième par la deuxième, etc. Donc, on se dit déjà, il y a une première contrainte. Si vous regardez les contraintes au fur et à mesure, je vais écrire les polynômes, je vais plutôt partir de 1 moins x. Vous comprendrez pourquoi, c'est un peu plus agréable. Donc le deuxième polynôme, il a forcément ces deux premières coordonnées qui sont égales. Bon, je vais prendre des coordonnées égales à 1. Donc là, j'ai la garantie d'avoir un polynôme qui est orthogonal à lui. Et je dois être dans H. Donc je vais corriger pour être dans H avec le terme du second degré. Donc comme la somme des coefficients doit être nulle, je corrige pour récupérer moins 2 x carré. Et puis je continue. Le polynôme qui est là, il doit être orthogonal au premier et au deuxième. Pour être orthogonal au premier, on sait qu'il n'y a pas le choix. Il faut que les deux premières coordonnées soient égales. Pour être orthogonal au suivant, bah, il faut que, comme là j'ai un produit scalaire qui vaut 2, il faut que là je récupère moins 2. Donc il me faut encore une coordonnée qui me permet d'avoir un produit scalaire nul avec lui. Donc là pour l'instant j'ai un produit scalaire nul avec le premier et avec le deuxième. Mais il faut que je sois aussi dans H. Donc pour être dans H, il faut que la somme des coefficients soit nulle. Donc là, je prends moins 3 avec la puissance suivante. Et on continue. Pour avoir un produit scalaire nul avec le premier, il faut que les deux premières coordonnées soient égales. Bon, je mise sur 1. Il faut que les trois premières coordonnées soient égales pour être produit scalaire nul avec celui-ci. Et là, bah, pour être en produit scalaire nul avec lui, bah, il faut aussi que la quatrième coordonnée soit égale à 1 pour que le produit scalaire avec lui soit nul. Donc je regarde les conditions au fur et à mesure. Donc là, pour l'instant, je suis orthogonal aux trois polynômes du dessus, mais je dois être dans H. Bah, donc pour être dans H, il faut que la somme des coefficients soit nulle. Pour que la somme des coefficients soit nulle, bah, je prends un coefficient adapté avec la puissance suivante.
Alors on s'aperçoit qu'en continuant le procédé, ici on obtient une famille orthogonale, voilà, P4, et on peut aller comme ça jusqu'à Pn. Donc on fait le même travail. On va donc prendre que des coefficients ici qui sont égaux à 1 pour être orthogonal à tous les polynômes du dessus, et pour être dans H, je dois m'arranger pour que la somme des coefficients soit nulle. Pour que la somme des coefficients soit nulle, ben là j'ajoute les coefficients, j'obtiens n, donc je vais indiquer le moins n, x à la puissance n. Donc là, par ce biais, on voit que la famille P0, etc., P0, pardon, P1, etc., Pn, est une famille orthogonale de H. C'est une famille orthogonale de H. Alors elle est formée de polynômes non nuls, donc la famille P1, Pn est libre, puisque toute famille orthogonale formée de polynômes non nuls est libre. Comme je suis dans un espace vectoriel de dimension n, la famille P1, Pn est une base orthogonale de l'espace vectoriel H. Et par conséquent, si je veux obtenir une base orthonormée, il me suffit de normer chacun des vecteurs. Et là, j'obtiens par ce biais une base orthonormée de H. Donc là, la liberté est suffisante pour obtenir une base, hein, puisque je vous rappelle que le cardinal de ma famille que je vais appeler P est égal à la dimension de H. Et quand on a une famille libre qui a le bon cardinal, on récupère une base. Et voilà ma base orthonormée. Alors il faudrait calculer la norme du polynôme pk. Donc la norme du polynôme pk, moi je vais calculer sa norme au carré, qui est le produit scalaire de pk par pk. N'oublions pas que le produit scalaire, il rend orthonormée la base canonique. Donc je vais utiliser les règles de calcul dans une base orthonormée. Alors pk, c'est pas compliqué, il a 4, alors là, P4 il a 4,1, puis après il a le terme moins 4. Donc pk par le même procédé, il aura k fois le nombre 1. Donc ce produit scalaire, ça va nous donner 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus etc. plus 1 fois 1, et ça je vais le récupérer sur les k premières coordonnées, puisqu'on va de la coordonnée x puissance 0 à x puissance k-1, on compte donc bien k fois, plus eh bien, le coefficient de xk qui va passer au carré, k fois k. Voilà donc notre produit scalaire. Donc ici j'ai dit que des 1 fois 1, là j'en avais k, et je récupère donc plus k au carré. Ce qui m'assure donc que la norme de pk, c'est la racine de k plus k carré. Voilà la norme de notre polynôme. Donc là maintenant on a une base orthonormée bien propre de notre espace vectoriel. Alors on va reprendre la deuxième question compte tenu de ce qu'on vient de calculer. On vient de déterminer l'expression de pH de x dans une base orthonormée. Effectivement, étant donné qu'on a une base orthonormée de h, on peut appliquer le théorème de notre cours qui nous donne l'expression de notre polynôme dans une base orthonormée. Donc cette expression, elle va s'écrire sous cette forme-là. Donc il suffit de faire le projeté de x sur les vecteurs de cette base orthonormée, ou ce qu'on a posé comme vecteur epsilon k, c'est le vecteur pk sur norme de pk, c'est-à-dire on retrouve le polynôme qu'on avait récupéré tout à l'heure. Hein. Donc la distance entre x et h d'après le cours, eh bien c'est aussi la norme de x moins ph de x. Alors si je la prends au carré, c'est la norme de x moins ph de x au carré. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Alors je fais ça pourquoi? Parce que la norme de ce vecteur-là est très facile à calculer, puisque ce vecteur-là, il est exprimé dans une base orthonormée. Donc on sait que dès qu'un vecteur est exprimé dans une base orthonormée, on peut appliquer les règles de calcul pour sa norme. Et le vecteur x, lui aussi, il est exprimé dans une base orthonormée, puisque la base canonique est orthonormée pour le produit scalaire en jeu. Ce qui est embêtant, c'est que ce n'est pas la même base pour ce polynôme-là et pour ce polynôme-là. Donc je vais utiliser le théorème de Pythagore, je vais déjà faire un dessin. Bon, là, on a le vecteur x, là, on a le vecteur pH de x,
Et là, on a le vecteur x moins ph de x. Donc on a vu qu'on était dans une situation où le vecteur x moins ph de x est orthogonal au vecteur x. On est donc en situation d'appliquer le théorème de Pythagore. Donc si on applique le théorème ici de Pythagore, on peut donc dire que la norme de x au carré est égale à la norme de ph de x au carré plus la norme de x moins ph de x au carré. Donc, si j'applique ce théorème, je vais donc récupérer que la distance que je cherche à calculer, je peux l'exprimer à l'aide de la norme de x au carré, donc la norme d'un vecteur qui est exprimé dans une base orthonormée, moins la norme de ph de x au carré. La norme d'un vecteur qui est exprimé dans une autre base orthonormée, mais une base orthonormée. Donc on va pouvoir appliquer les règles de calcul. Alors la norme de x au carré, comme x est exprimé dans une base orthonormée, c'est la somme du carré de ses coordonnées. Donc c'est juste 1 au carré, moins la norme de ce vecteur au carré. Eh bien, la norme de ce vecteur au carré, c'est la somme des carrés des coordonnées dans cette base orthonormée. Donc c'est la somme des produits scalaires de x par epsilon k au carré. Alors le produit scalaire de x par epsilon k, là il faut regarder comment sont construits nos polynômes. Nos polynômes, la norme elle est indiquée ici et les polynômes sont ici. Donc quand on fait le produit scalaire de x par ces polynômes, on va récupérer, on voit soit moins 1 ici, soit 1 ici. Mais comme le terme va passer au carré, ça va juste faire 1. 1 sur la norme de ce terme-là au carré. Donc on va récupérer ici 1 moins la somme pour k variant entre 1 et n de 1 sur la racine de k plus k carré au carré. Donc juste ce terme-là. Alors on voit que cette somme, elle va être facile à clore parce qu'on peut se ramener à une somme télescopique. Effectivement, si je factorise le dénominateur, on récupère que ce dénominateur, c'est k facteur de k plus 1. Donc là, quand on a un dénominateur factorisé, pour éclater les termes, on appelle ça faire une décomposition en éléments simples, mais le mot est interdit. Donc nous, avec nos outils de PCSI, on va dire on va écrire le numérateur à l'aide des facteurs au dénominateur. Donc c'est pas très compliqué d'écrire 1 à l'aide de k et de k plus 1. Et là, en simplifiant la fraction, on se ramène à un terme qui est télescopique. Donc la somme à calculer ici, on sait la calculer. Ça va donc être 1 moins, alors la somme qu'on récupère, plus petit indice avec le plus petit indice 1, plus grand indice avec le plus grand indice, donc moins 1 sur n plus 1. Les 1 ici s'éliminent, on récupère 1 sur n plus 1. Donc on récupère que la distance entre x et h au carré, c'est 1 sur n plus 1, ce qui permet de retrouver le résultat qu'on avait obtenu infiniment plus simplement, je vous l'accorde, mais je trouve que ce n'était pas inintéressant de voir comment s'appliquer les règles de calcul dans une base orthonormée. On récupère donc que la distance entre x et h, c'est la racine, enfin 1 sur la racine de n plus 1. Donc là c'est cool, et vous avez vu, là on a mis vraiment en application les règles de calcul dans une base orthonormée. On a vu que malheureusement les deux vecteurs n'étaient pas exprimés dans la même base orthonormée. Donc on a réutilisé une dernière fois le théorème de Pythagore en utilisant l'orthogonalité de ph de x et de x moins ph de x pour ramener le calcul à la norme de ces deux vecteurs séparément, la norme au carré séparée. Et là, les règles de calcul dans une base orthonormée s'appliquent merveilleusement bien.